Donc, on est là. Comment faire comprendre aux populations qu'ils ont le pouvoir et qu'ils ont la légitimité, la souveraineté de se soulever, et c'est écrit dans des chartes, que ce soit des chartes, des chartes internationales. Voilà, quand un peuple est opprimé, le soulèvement est un droit inaliénable. Mais comment faire pour ne pas se... C'est important d'enseigner à rêver, à se positionner, puis à dire que c'est possible, puis que oui, il y a un coup, puis des fois, ça se fait pas tout de suite, puis des fois, il faut se mettre en sécurité. Je dis, c'est Oui, pas... oui, mais je vais C'est pas si rebondir un simple que peu ça, là. mais il y a des peuples qui réussissent. Je veux dire, Nelson Mandela, quand il a fait la prison, puis il y a eu des massacres, mais il est quand même sorti de sa prison. Puis en Amérique latine, on a eu José Mujica. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci une fois de plus de nous suivre à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Je suis Georges Goma pour Teler TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui se rapporte à la pédagogie, mais une certaine pédagogie, la pédagogie des opprimés, dans la perspective de Paulo Freire. Des personnes averties connaissent certainement ce nom, Paulo Freire. Mais c'est une pédagogie qui est à l'épreuve des systèmes d'oppression tels qu'on les a connus dans le monde et l'Amérique latine. Paulo Freire est brésilien. Et nous savons très bien que l'Amérique latine est un bon exemple, n'est-ce pas, des luttes qui ont été menées aussi bien contre les systèmes d'oppression, les systèmes dictatoriaux, que cet effort qui a été fait, n'est-ce pas, pour instruire cette pédagogie des populations finalement. Alors, pour en parler, nous avons dégoté une personne que vous n'avez pas tardé d'ailleurs à voir combien elle est intéressante et elle connaît bien de quoi elle parle. Madame Guité Hartog, elle est québécoise et mexicaine. Elle est enseignante, chercheure à l'université. Elle est docteur en psychologie sociale et elle enseigne dans des facultés de travail social. On peut dire d'elle aussi qu'elle est une intellectuelle engagée. Elle est une intellectuelle engagée parce qu'elle est peintre. Elle fait de l'art engagé qui retrace évidemment les thématiques qui sont en vogue dans l'intervention sociale. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Madame Hartog. Bonjour Madame Hartog. Bonjour Georges. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'à chaque fois qu'on a une opportunité de collaborer ou de partager des connaissances, puis, ben, je pense qu'on fait un bout de chemin vers plus de... Absolument, absolument, absolument. Alors, Madame Hartog, je vais me permettre, donc en prélude de notre entretien, je voudrais que nous échangeons sur deux préalables. Je les ai écrites, ces préalables. Je vais me permettre pour cette ouverture de les lire tranquillement, pour que vous saisissiez un peu la portée, n'est-ce pas, de notre échange. Alors, le premier préalable, c'est l'enjeu de la pédagogie populaire dans des sociétés inégalitaires. Quand on observe, Madame Guité, toutes les sociétés à des degrés divers de développement, un constat semble s'imposer. Un accès très inégal aux ressources éducationnelles,
renforçant les inégalités socio-économiques dans les contextes où l'éducation est plutôt subie que co-construite, je répète, et subie plutôt que co-construite dans la communauté. Une éducation des peuples est-elle encore un objectif essentiel dans nos sociétés? Ça, c'est la première question. Une éducation populaire est-elle vraiment possible quand on voit l'évolution de la plupart des sociétés, on va dire des sociétés dans les pays du tiers-monde quand même? Ça, c'est le premier préalable. Je vais me permettre du deuxième qui rentre déjà dans le sujet avec Paulo Freire. Paulo Freire, une figure emblématique de l'éducation populaire libératrice. Je peux rajouter ce qualificatif. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la publication en 1968 de la pédagogie des opprimés est venue bouleverser les vues traditionnelles sur l'éducation en tant qu'institution et système de valeurs. En quoi pensez-vous que Freire ait été révolutionnaire? En quoi pensez-vous que Freire était révolutionnaire? On va s'arrêter par là pour l'instant. Alors, je vous laisse un peu sur ces deux préalables. Oui, ben, c'est des bonnes questions. D'abord, je pense que il y a toute la question de l'éducation, puis la question de la libération des peuples. Puis l'éducation était vue dans le processus d'alphabétisation comme un droit humain. Puis donner l'accès à l'éducation aux personnes, aux peuples, ben, c'est un processus qui était supposé de permettre la libération, d'empêcher certaines formes de dictature et d'abus de pouvoir. C'est un peu, on est dans cet ordre d'idées-là. Puis, si on parle de la pédagogie des opprimés, c'est un peu, avant ça, il y a eu la théologie de la libération en Amérique du Sud qui était très forte, entre autres avec Martine Barreau. Puis, c'était un peu des prêtres qui, dans le fond, eux, avaient accès à l'éducation et qui devenaient des agents de changement communautaire qui, finalement, se mettaient du côté du peuple. Voilà. Un peu comme Martin Luther King qu'on a vu aux États-Unis, qui étaient des agents de changement social et qui voulaient redonner le pouvoir aux gens. Et à partir de la théologie de la libération, c'est un peu le modèle de dire, un peu comme Jésus était un révolutionnaire, qui était du côté des pauvres, qui était du côté des analphabètes et qui luttait contre les formes de pouvoir ou les gens qui abusaient, contre la corruption. Fait qu'il y a un peu ce modèle-là en Amérique latine, la théologie de la libération, puis c'est Martine Barreau qui était prêtre, puis qui a développé la psychologie de la libération, qui est une discipline en tout cas, que moi j'ai appris en Amérique latine. Il y a la psychologie de la libération, la psychologie critique, qui est une forme de comprendre qu'est-ce qui aliène les gens. Au lieu de penser à la psychologie, dans le fond, la psychologie, c'est la science qui essaie de comprendre le fonctionnement des humains pour amener une forme de bien-être, si on résume assez facilement. Puis, lui, il voulait comprendre les facteurs d'oppression, qu'est-ce qui opprimait les humains, qu'est-ce qui les rendait malheureux, puis en dehors d'un contexte de conscience individuelle ou d'accès, je dirais, d'une certaine bourgeoisie au service de thérapie, il disait, dans le fond, il faut libérer les humains des différentes formes d'oppression, puis ça se fait de façon collective. Puis, il a écrit des textes quand même assez fondamentaux sur le danger de l'institutionnalisation, le danger des dictatures, comment on déshumanisait les êtres humains à travers l'exploitation et à travers le capitalisme, à travers la corruption et comment le destin des communautés et des personnes était relié à des formes d'oppression. Fait que c'est un peu le contexte de la psychologie de la libération, duquel s'est inspiré Paulo Freire. Quand il est arrivé, Paulo Freire, il avait étudié la psychologie, la théologie et qui a amené à la psychologie de la libération. Puis, c'était une période où on voulait vraiment sortir les peuples de l'analphabétisme. Il y avait vraiment des grandes campagnes. C'est de là la question de la pédagogie. Puis, lui, ce qu'il disait, c'est on ne faut pas juste apprendre aux gens à lire puis à écrire. Il faut essayer de faire des citoyens. Il faut faire une éducation qui
puis il y avait une idée assez critique qui disait qu'il ne fallait pas éduquer le peuple pour qu'il soit soumis à la dictature. Il fallait pour que l'éducation soit un véritable levier de changement Le social. changement. Et il fallait éduquer à la citoyenneté. Puis, il fallait que cette éducation-là passe par un questionnement absolument profond des rapports de pouvoir. Oui. Je dirais que c'est une des grosses choses qu'on peut remarquer en Amérique latine, un énorme questionnement par rapport à l'analyse des rapports de pouvoir, des rapports d'oppression, de comment une personne peut en opprimer d'autres, comment un système peut en opprimer d'autres, puis aussi de chercher des alternatives. Puis son idée, c'était à travers l'éducation, à travers l'alphabétisation, on l'a vu beaucoup à Cuba, par exemple, où on disait on ne laisse plus personne, aucune personne devrait être analphabète. Tout le monde doit lire et écrire. Puis à partir du moment qu'on sait lire et écrire, ben, on peut lutter ensemble pour améliorer nos situations à partir des préoccupations que les personnes ont ou vivent ensemble. Puis c'était vraiment comme redonner du pouvoir aux gens. Puis aussi une compréhension, à partir même de la psychologie de la libération, une compréhension profonde, avoir une grille de lecture sociale et politique des facteurs d'oppression, c'est-à-dire donner les connaissances aux gens, construire la connaissance ensemble qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre société ou pourquoi il y a des inégalités sociales ou pourquoi on manque de dignité. Dans le fond, c'était l'éducation comme un processus de dignité et de redonner le pouvoir aux gens. Puis aussi, favoriser, ça questionnait aussi toute la question du rapport de pouvoir, c'est-à-dire que l'enseignant ne devient pas celui qui dit aux gens quoi faire ou qui enseigne ses vérités ou qui met un ensemble de règlements et de luttes. C'était finalement les connaissances se construisent ensemble. Oui, la co-construction, comme je l'ai dit tantôt, la co-construction. Mais Madame Guité, Hartog, mais c'est intéressant ce que vous dites là. Et vous prenez donc cette théologie de la libération de Martin Barrow, comme vous le dites, et aussi les travaux de Paulo Freire en Amérique latine. Est-ce que vous pouvez nous dire, avec la connaissance que vous avez aussi bien de la thématique que du milieu sud-américain, tous ces travaux intéressants quel a été l'impact en Amérique latine, au fond, là, concrètement? Ben, je dirais, en Amérique latine, on rencontre des peuples qui crient révolution. Je pense qu'il y a toujours comme cet esprit-là qu'il faut une grande allergie au rapport de pouvoir, aux classes sociales, une quête profonde. La question, on dirait que ça a semé de la dignité rebelle dans les gens. La dignité rebelle dans les gens, oui. c'est ce que vous venez de dire, la dignité rebelle. Oui, entre autres, qui était très repris par le mouvement zapatiste qui disait, ben, pour être libre, il ne faut pas demander la permission à personne. Mais ce qu'il faut, c'est s'organiser. Ah. Ça prend une énorme organisation sociale, d'où l'importance de l'organisation communautaire et de l'éducation populaire, parce que ce n'est pas 2-3 personnes qui vont faire une révolution, changer les choses, puis il ne faut pas attendre un prophète ou un président pour faire la différence. Il faut qu'il y ait une volonté, ça prend des gens organisés qui sont conscients des réalités qu'ils vivent, qui sont conscients de leurs besoins et qui trouvent des solutions ensemble, créatives, pour répondre et trouver des alternatives aux problèmes qu'ils vivent. Puis c'est un peu la force du peuple, la force de la démocratie, mais en évitant toujours le processus de dictature, le processus de corruption, en questionnant beaucoup il parle du danger de la bureaucratie. Puis il disait aussi, ce que ça a semé, c'est de faire face à l'ennemi de façon assez claire, qui est le colonialisme, qui est le capitalisme. Et aussi, cet esprit-là a été beaucoup, pour ma part aussi, dans les groupes de femmes et dans les groupes autochtones pour présenter un féminisme anticolonial, antipatriarcal, anticapitaliste. Puis aussi, le fait que les besoins sociaux soient répondus par des communautés et un petit peu moins par une approche individuelle
où la réussite, ça veut, comme dans le monde occidental, on a plus une vision individuelle de la réussite, Oui. des objectifs ou de la réalisation de soi. Tandis qu'en Amérique latine, il y a encore une conscience très communautaire des luttes sociales. De dire, ben, qu'est-ce que ça te donne d'avoir étudié? C'est peut-être, ça va te permettre d'avoir une meilleure auto, un meilleur appartement, une meilleure maison, enrichir tes enfants, mais tu vas vivre dans un pays d'injustice et de pauvreté. Puis ça, ben, ça, c'est un problème de toute façon intellectuellement puis socialement qui nous dépasse. C'est que l'éducation ne doit pas servir à agrandir les différences, à créer des gens avec une certaine question de prestige, puis le peuple en dessous, de s'élever au-dessus du peuple. Non, la connaissance doit être au service du peuple pour aider sa libération, Oui. pour contribuer au bien-être collectif. Puis, c'est vrai, ces besoins-là vont être répondus de façon communautaire. Puis, je pense que c'est une des visions d'avoir une forme de connaissance décoloniale aussi, comparativement à l'éducation qui était enseignée de haut en bas, puis qui était comme les gens instruits avaient un pouvoir sur les autres. Ils disaient non, l'éducation doit donner un pouvoir pour mieux s'organiser, pour lutter contre des problèmes sociaux collectifs. Et le bonheur passe par une meilleure qualité de vie ensemble. Puis, je te dirais que ça fonctionne beaucoup aussi pour les femmes, que l'éducation des femmes permet une conscience des différentes formes d'oppression et que la connaissance doit apporter un meilleur avenir pour les enfants, une meilleure, comme prendre soin de la société, et éviter des rapports de violence, que l'éducation aussi doit être un chemin pacifique Oui. d'unité sociale. Oui, très bien, c'est fort intéressant. Mais quand on vient à la réalité, Madame Arthur, quand on vient à la réalité, la population, éduquer la population, il y a souvent des systèmes politiques qui sont établis. Et quand il y a des systèmes politiques qui sont établis, d'une manière générale aussi, ce sont ces systèmes politiques qui ont leur pouvoir régalien, c'est-à-dire l'éducation, c'est eux qui impriment l'éducation. Et généralement, l'éducation qui est donnée, soit elle a tendance à renforcer l'oppression des populations, soit on cherche une autre forme d'éducation où il y a vraiment un engagement communautaire. Et pour qu'il y ait un engagement communautaire, il faut qu'on ait la liberté de s'engager. Mais quand on a affaire à des dictatures comme l'Amérique latine, on a connu, Paulo Freire est parti, comme on l'a dit, parce que la dictature est arrivée au Brésil, il est parti, il est revenu par la suite à la fin de la dictature, est engagé en politique, a eu des fonctions au niveau très, très élevé. Mais alors, ma question, c'est de savoir comment réussir cette éducation populaire dans des systèmes d'oppression. Oui, c'est sûr que je n'ai pas la recette comme ça, parce que aussi, ben, c'est toujours la violence. C'est-à-dire, Jésus, Martin Luther King, Martine Barreau, voilà. Ils ont tous été assassinés et un bon nombre de gens qui se sont impliqués dans les luttes sociales pour amener une certaine révolution, dérangent les formes d'autorité et la violence va toujours... moi-même, je suis partie du Mexique parce que ma vie et mes enfants étaient en danger pour défendre des causes sociales. On est plusieurs dans cette situation-là. Je pense que en contrepartie, il faut trouver des façons pacifiques d'assurer la sécurité des populations aussi. Dans certaines communautés autochtones, par exemple, ils réussissent à avoir des programmes d'autonomie, malgré qu'il y a eu des répressions, mais de dire on va s'organiser face à un moment donné, on ne peut pas assassiner le gouvernement, on ne peut pas assassiner tout le monde. Donc, si on s'organise, on développe une certaine autonomie, une certaine forme de contre-pouvoir, mais c'est ça prend une volonté de pacifisme et de désarmement. Je pense que dans ce sens-là, je pense que l'idéologie pacifique féministe qui se préoccupe peut-être davantage de maintenir la vie, de ne pas être dans les représailles ou de ne pas mener des révolutions machistes qui fait que tout le monde, ça va juste terminer en bain de sang, mais une révolution éducative. Puis, dans ces autres courants-là, il y a, par exemple, dans les dernières années, il y a eu la pédagogie de la vulnérabilité et même la pédagogie de la tendresse, de dire
face au désastre, parce que l'Amérique latine, comme l'Afrique, connaît son lot de massacres et d'oppressions. Puis, à un moment donné, c'est les gens se reviennent et disent qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants, qu'est-ce qu'on veut pour le futur. Au Québec, et demain, c'est des journées de vérité-réconciliation par rapport au génocide face au peuple autochtone. Ben, un peu le processus historique de comprendre la vérité, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis de pas toute la question des mémoires collectives aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les massacres, puis de comprendre aussi les processus sociaux qui ont permis ces massacres-là ou ces abus de pouvoir et toutes ces formes de déshumanisation-là, puis de vraiment prendre les processus éducatifs comme des processus d'humanisation, des processus d'éducation citoyenne, puis développer une espèce d'empathie, de bienveillance sociale. Et quand vous parlez de l'égoïsme social ou du despotisme du pouvoir, puis envisager ces questions-là, comment on a créé des dictateurs dans nos propres sociétés ou comment il y a eu des formes d'exploitation capitaliste, comment le colonialisme réussit à briser ça, puis comment, en se reconnectant à partir du peuple, à la hauteur des enfants, à la hauteur des valeurs autochtones, la fierté des racines, des opprimés, dans le fond, c'est un peu quand on retourne à la pédagogie des opprimés, c'est-à-dire que les gens qui sont opprimés par les différentes formes de systèmes d'oppression reprennent le pouvoir sur leur destin, sur leur futur, avec leurs enfants et en communauté, puis mais oui, mais je voudrais des formes rebondir, d'organisation. Madame Arthur, je voudrais rebondir là-dessus parce que à vous écouter, ça me transporte en Afrique, évidemment. Comme nous voulons quand même, non, le but de notre émission, c'est également profiter de votre connaissance pour la projeter un peu sur les sociétés africaines qui aujourd'hui vivent évidemment ce que vous dites là. On parle des systèmes d'oppression qui sont bel et bien installés là-dessus. Et là, vous dites, oui, mais éduquer l'enfant, OK, éduquer les communautés. Mais comment faire de sorte que cette éducation ne soit pas orientée seulement vers les communautés qui sont opprimées, vers les enfants qui sont aussi opprimés, mais que cette éducation aussi serve aux oppresseurs, parce que le changement viendrait aussi d'une certaine prise de conscience des oppresseurs par rapport à la carrière de criminels ou de criminalité dont ils ont été, ils ont fait l'expression. Vous avez parlé, il y a des situations génocidaires, mais le génocide est bien porté par des gens au pouvoir, qui ont le pouvoir aussi, qui ont tout le pouvoir, et parfois en intelligence avec des forces extérieures également. Donc, cette éducation des opprimés, comment faire de sorte que ça puisse avoir un impact réel sur la société globalement? C'est-à-dire que ça soit orienté aussi vers les oppresseurs et que les oppresseurs l'entendent aussi pour changer. Je ne sais pas si je suis claire dans ma question, madame. Oui. C'est ça que j'aimerais pouvoir vous dire que on peut éduquer les agresseurs et les abuseurs. Mais on le sait en violence conjugale, on le sait avec les abus sexuels, on le sait avec que beaucoup de gens qui commettent des formes de violence ou l'irréparable ou qui exercent des formes de pouvoir ne changeront pas par leur propre volonté. Ça, c'est... Puis que d'espérer qu'ils vont prendre conscience de ce qu'ils ont fait de mal ou qu'ils vont avoir des regrets sans un rapport de force, ça serait quand même naïf, là. Voilà, mais c'est là... On est des idéalismes, mais pas tant que ça, là. C'est là où se trouve le point central au fond, parce que c'est ça, le but ultime, c'est d'éduquer les populations, une fois de plus, qui sont opprimées. Et dans l'éducation, je pense, vous allez me dire peut-être le contraire, et dans l'éducation qu'on leur apporte, on leur fait comprendre aussi du pouvoir qu'ils ont au fond, que c'est des personnes qui sont souveraines sur leur territoire en tant que telles et qui n'ont toujours pas conscience du pouvoir dont ils ont. Maintenant aussi, vous allez comprendre que les éducateurs a poussé les gens à prendre leurs responsabilités. Ces personnes opprimées, c'est quoi? Mais c'est par exemple la révolte. La révolte aussi
ou un soulèvement populaire aussi, je dis bien soulèvement populaire, c'est-à-dire que les gens sont désormais bien conscients qu'ils sont opprimés sur des espaces où ils ont leur souveraineté qu'on leur refuse. Mais là aussi, quand on leur dit, eh ben, c'est peut-être aussi envoyer des gens vers la potence, non, vers le massacre également. Donc, on est là. Comment faire comprendre aux populations qu'ils ont le pouvoir et qu'ils ont la légitimité, la souveraineté de se soulever, et c'est écrit dans des chartes, que ce soit des chartes, des chartes internationales. Voilà, quand un peuple est opprimé, le soulèvement est un droit inaliénable. Mais comment faire pour ne pas se sentir dans la position d'une personne qui envoie les gens vers l'abattoir? Je t'écoute, mais vous vous rappelez Gandhi, c'était vraiment, je veux dire, historiquement, c'est quand même un des exemples où l'Inde a réussi à se libérer de certaines formes d'oppression, mais sans quelques massacres. Ça ne s'est pas fait sans quelques massacres et n'a pas réussi non plus à avoir un climat social, en tout cas, nécessairement enviable jusqu'à maintenant. Mais en même temps, de réussir à... Il y a la force du nombre, c'est sûr, aussi. Puis, ce qu'il y avait aussi, c'est la question d'être maître chez soi, mais de s'organiser. Comme il disait, faut pas entrer dans un système capitaliste. Il faut qu'on produise nos propres vêtements. Il faut qu'on aille chercher notre propre énergie. Il faut qu'on soit maître de l'eau chez nous pour ne pas dépendre des puissances extérieures. Je pense aussi au niveau économique, on l'a vu un petit peu avec Cuba, que peut-être parce que c'était une île, puis avec l'embargo des États-Unis, a dit, OK, vous voulez nous bloquer, on va s'organiser. Puis c'est un peu l'idée ça prend vraiment une force d'organisation, puis il faut sortir des systèmes de capitalistes. C'est comment on encourage. L'important, c'est que tout le monde soit nourri, c'est pas que tu sois plus riche que ton voisin. Fait que ça, c'est un peu difficile à défaire, ce mode de réussir à s'élever collectivement, puis de réussir à construire un projet de société, puis aussi, tous les intérêts économiques contre les armes, contre le pouvoir. Je pense qu'il y a beaucoup de peuples qui ont... Puis à un moment donné, je pense qu'il faut semer un petit peu, l'idée de semer la dignité rebelle, c'est de semer la soif d'une société juste, d'une société digne. Mais pour ça, faut comme être capable de rêver. C'est Martin Luther King qui disait j'ai un rêve, là, mais c'est important d'enseigner à rêver, à se positionner, puis à dire que c'est possible, puis que oui, il y a un coup, puis des fois, ça ne se fait pas tout de suite, puis des fois, il faut se mettre en sécurité. Je dis, c'est Oui, pas... oui, mais je vais C'est pas si rebondir un simple que peu ça, là. mais il y a des peuples qui réussissent. Je veux dire, Nelson Mandela, quand il a fait la prison, puis il y a eu des massacres, mais il est quand même sorti de sa prison. Puis en Amérique latine, on a eu José Mujica. Voilà un bel exemple d'une personne qui appartient à une communauté opprimée et qui arrive au pouvoir, Oui, parce et que qui reste au à force pouvoir. d'incrédulité aussi, il a fait plusieurs années de prison, il a été torturé, il y a eu... Fait que les gens ils se sont identifiés à lui aussi. Puis les gens en avaient marre de la violence, en avaient marre de la dictature. Et lui, il se sentait engagé envers son peuple et il avait l'intelligence pacifique de... Puis en même temps, ils disent c'est le président le plus pauvre. Lui, reste dans une petite maison avec sa femme, faisait son propre ménage avec son vieux chien et sa vieille auto et utilisait les Voilà. services de santé de son milieu. Et les gens ne pouvaient zéro questionner son engagement social envers le peuple. Tandis que, en tout cas, je ne sais pas, en Amérique latine, nous, n'importe quel député gagne presque autant qu'un président américain. Là. Puis il y a des gardes du corps et une limousine et tu sais, ça va vite. Oui, c'est ça. C'est C'est la même chose qu'en Afrique. Les députés, voilà, ça devient en fait, ça devient comme un commerce, quoi. Voilà, tout à fait. Les gens deviennent des députés. C'est pas parce qu'au bout de la fonction du député, il y a comme un but à atteindre, un sacerdoce qui est rattaché à ça, mais ça devient. Et puis vous avez parlé, Madame Artaud, vous avez parlé du capitalisme. On vivrait une crise du capitalisme, mais le capitalisme semble aussi puissant
que jamais. La chute du mur de Berlin en 89 a comme un peu sonné cette victoire du capitalisme en disant que voilà, nous avons raison, le capitalisme, voilà comment est-ce que le socialisme s'est effondré. Mais depuis 89 jusqu'à maintenant, ça fait quand même une trentaine d'années, hein, plus de 30 ans, et on se retrouve avec un capitalisme qui semble être en crise, mais qui ne veut pas mourir. Est-ce que vous pensez que une société post-capitaliste est vraiment possible? Comment faire pour avoir cette société post-capitaliste? Je pense qu'il faut adresser vraiment la question des rapports de pouvoir. Les rapports de pouvoir. Qu'est-ce qu'on entend Parce par les qu'avec rapports le communisme, le socialiste, si tu crées de la dictature, puis c'est des gens qui sont le despotisme au pouvoir, les gens sont étouffés et les gens ne se sentent pas qu'ils construisent une société puis qu'ils sont où il y a de l'égalité, de la justice, de la dignité, ils se sentent étouffés souvent par un système politique qui empêche la liberté et qui contrôle les médias de communication, qui contrôle la liberté d'expression, qui contrôle toute forme. Puis ça, en Amérique latine, on a vu aussi des formes de communisme militaire qui ont permis d'aider, de répartir de la richesse, mais qui en même temps ont mis quand même beaucoup d'oppression, puis qui assassinaient tous les opposants j'ai un blanc de mémoire, mais tu sais, tu arrives à l'aéroport, puis c'est marqué communisme ou mort, tu sais, c'est ça. Puis que dans les universités, c'était comme on éduque les enfants des pauvres et les bourgeois doivent mourir. Fait que, c'est un peu ça, c'est sûr qu'après ça, les gens disent ben, on est bien mieux dans le capitalisme parce que tout le monde est libre, puis il y a de la liberté d'expression, puis on peut viser une certaine liberté, puis une atteinte du bonheur, puis on respecte les libertés individuelles. C'est pour ça que dans ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment réfléchir les rapports de pouvoir. Puis réussir à avoir des formes d'organisation pacifiste où ce que les besoins communs sont bien identifiés, puis qu'on sent que c'est les gens les plus compétents, puis qu'il y a une espèce de laboratoire pour créer des œuvres collectives pour trouver des solutions pour répondre aux besoins aussi clairs que l'eau potable. Mais tu sais, je veux dire, en Amérique latine, on a un peu le même problème. L'eau potable, il n'y a pas d'eau potable. L'eau potable, on doit l'acheter. Puis c'est Coca-Cola qui détient l'eau potable puis les minières. Fait que les gens, ils doivent payer pour l'eau potable, alors que c'est facile d'organiser, d'avoir de l'eau potable. Il y a une espèce de monopole sur les richesses naturelles. Puis la question de l'argent, puis après ça, ben, c'est ces compagnies-là qui ont le contrôle des élections, puis qui insistent. Mais par contre, on a vu quand même des exemples, en tout cas au Mexique, c'est loin d'être parfait, mais on a quand même vu beaucoup moins de violence. Puis aussi, comme à un moment donné, je pense aussi les gens arrivent avec une indignation face à la violence, face à la corruption, face aux abus. Mais pour ça, faut que le peuple soit conscientisé, qu'il y ait vraiment un désir de changer les choses. Mais il y a pas, je pense que c'est un chemin qu'il faut ouvrir, mais pour ça aussi, il faut être en face de la vérité. Puis, partie de la conscientisation, c'est de comprendre les systèmes politiques. On disait, ben, réfléchir, c'est déjà désobéir. c'est déjà. Réfléchir, c'est déjà désobéir, oui. Puis de réussir à le faire ensemble, sans que personne sente qu'il détienne la vérité ou le chemin. Parce que tu pourrais être plus éliminé sur le chemin, mais si tu le fais tout seul, ça ne marchera pas. Faut oui, je comprends très bien. Je comprends très bien. Ça prend des formes d'organisation. Puis je pense qu'en ce sens-là, les femmes ont beaucoup à apporter parce que les femmes ont d'autres formes d'organisation. Il y a une espèce de solidarité entre femmes qui est sur la préoccupation de donner la vie, de prendre soin, qui est plus associée à l'humilité, à la bienveillance, en général. Puis de lutter aussi contre le patriarcat, quand on est quand même la moitié de la population. Puis souvent, on le voit avec la question des viols collectifs, la violence ou l'impact que ces formes-là ont. Je dirais quand même que c'est
l'amour des femmes puis la liberté, je pense, c'est de garder qu'est-ce qui nous garde comme humains. Puis, on le voit, par exemple, avec ce qui se passe en Iran avec leur lutte, les mouvements sociaux qui s'appellent le Femmes, Vie, Liberté. C'est un peu ça ce qui se passe en Amérique latine. C'est-à-dire, dans un pays où ce que les femmes sont massacrées, où ce que la vie ne vaut plus rien, puis où ce qu'il n'y a plus de liberté, ça ne vaut pas la peine de vivre. Puis je pense que ça, c'est des valeurs collectives de dire, est-ce qu'on peut arrêter de maltraiter les femmes? Est-ce qu'on peut prendre soin de la vie? Est-ce qu'on peut pas prendre soin des personnes qui prennent la vie? Est-ce qu'on peut s'assurer que tout le monde a une liberté? Puis ça, je pense que ça prend une forme d'humilité, puis ça fait une forme d'organisation pour empêcher que la violence s'exerce. Puis en même temps, il faut comprendre, mais différentes formes, mais je pense que c'est retourner vraiment à ce qui est fondamental, puis je pense s'accrocher à une certaine forme de bonheur, de qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu comme vie humaine ou comme communauté, comme famille, comme société par rapport à tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a un sens de la responsabilité collective. Absolument. Oui, oui, Madame Hartog, c'est... Bon, essayons de voir un peu, quand on regarde l'Afrique, l'Afrique est comme l'Amérique latine, a connu la colonisation. On sait très bien que le rapport colonial, il est clair, il est net, c'est l'exploitation, n'est-ce pas, des ressources par le canal de l'impérialisme. Ça, c'est connu aussi. Bon, alors, il y a eu aussi en Afrique des indépendances. Les années 60 ont sonné les indépendances, c'est-à-dire que désormais, les pays africains sont indépendants, entre guillemets, et qu'ils sont désormais souverains par rapport, n'est-ce pas, à leur propre développement. Et passé la période post-coloniale, où on a constaté que finalement, les élites qui ont pris le pouvoir en Afrique n'ont pas assuré. Ils n'ont pas assuré après près de 60 ans d'indépendance. Les rapports avec les anciennes puissances coloniales sont restés dans une certaine mesure un peu des rapports de coopération entre les élites au pouvoir et les anciennes puissances coloniales au détriment des populations en tant que telles. Alors, quand on a une configuration comme celle-là, si on revient, n'est-ce pas, à cette pédagogie des opprimés, c'est ça qui, je pense, est important quand je pose cette question-là. Comment vraiment faire? Comment je peux poser ma question là, le plus facilement, le plus simplement possible? Comment donc dans ces systèmes-là où il y a un rapport étroit entre les élites au pouvoir qui sont des élites dictatoriales et la grande majorité de la population qui ne demande pas grand-chose pourtant, ils ne demandent pas grand-chose. Et comment en fait organiser cette population pour qu'ils prennent vraiment conscience? Est-ce que c'est suffisant de dire, crier pédagogie des opprimés, concrètement, comment faire bouger les choses? Comment faire bouger les choses auprès des populations? Ben, je pense que c'est la lutte à la dignité. Je pense que, puis, c'est beaucoup la pédagogie des opprimés, c'est vraiment partir d'en bas. Comment l'Afrique, par exemple, va s'assurer son eau potable? Comment va assurer son alimentation? Souvent, il y a beaucoup de l'autonomie alimentaire, par exemple. La gestion des ressources naturelles. Je pense qu'il y a beaucoup de questions de réappropriation du pouvoir, mais aussi la pédagogie des opprimés, c'est communauté par communauté. Communauté par communauté. Puis qui est inséré dans peut-être la conscience africaine, mais je dirais, tu commences par ta communauté, comment on s'organise pour être bien, pour gérer le pouvoir, pour répondre à nos besoins de façon collective. Puis transformer une certaine forme d'éducation. Mais je pense aussi que ça passe beaucoup par l'éducation. En Afrique, vous avez beaucoup de jeunes. C'est des sociétés. Oui, de ce côté-là, oui. Mais c'est la force de la jeunesse, c'est la force des femmes qui tiennent
qui tiennent le pays. Mais oui, mais cette jeunesse-là, Madame Hartog, mais évidemment, c'est cette jeunesse-là qu'il faut prendre en main. Et c'est cette jeunesse aussi, quand il n'y a pas d'éducation, c'est cette jeunesse-là qui s'adonne à des actes de criminalité aussi, il faut le dire aussi. Ouais, Parce on qu'on n'a pas été éduqué. Mais attendez, les jeunes auront aussi dans la tête de sortir aussi. On voit bien comment est-ce que les jeunes viennent s'ensevelir dans la Méditerranée parce qu'ils veulent partir, parce qu'ils veulent partir. Ils veulent partir pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes d'oppression qui sont bien installés où les jeunes n'ont aucune vision d'avenir. Et puis, ben, former, il y a des agents communautaires aussi. La société civile en Afrique, Madame Hartog, il y a une société civile qui essaie de faire ce travail-là, mais qui est empêchée de faire ce travail-là. Parce que quand ils font ce travail de conscientisation sur le terrain, qui pourrait être à l'avantage aussi des pouvoirs régaliens, mais quand ils font ce travail de conscientisation sur le terrain, parfois ils sont taxés, n'est-ce pas, de vouloir monter, n'est-ce pas, les populations contre les systèmes établis. Donc, parfois, on se demande, mais comment faire en réalité, alors que l'intention de la société civile, c'est évidemment de conscientiser cette jeunesse-là. Oui. Je n'ai pas la réponse, mais je dirais quand même, les organisations de femmes, c'est différent. Comme par exemple, au Mexique, on a beaucoup, en Amérique latine, il y a par exemple des associations de femmes qui cherchent les corps de leurs enfants. Ils cherchent les corps de leurs enfants qui ont été qui ont assassinés. disparu. C'est ça? Oui. Oui, le Mexique, c'est un des pays où il y a le plus de gens disparus. Il y a des fosses communes de plusieurs centaines de personnes. Il y a un gros système d'oppression. Puis, ces femmes-là, comme c'est des mères de famille qui n'ont aucun intérêt et qui n'ont plus rien à faire, ben, les gens ne les attaquent pas. Il y a comme un peu, je te dirais, cette force, puis ce pacifisme-là qui fait que les gens disent « OK, c'est assez ». Des fois, je sais que, puis c'est vraiment cet esprit de préserver l'humain, de préserver les espèces, puis ils disaient, ils nous ont tout enlevé, fait qu'on a perdu la peur. Mais je dis pas qu'il faut se rendre là, mais en tout cas, puis un peu le cas de Pépé Mourica, quand tu étais torturé en prison puis tu as passé mourir des centaines de fois puis tu pensais jamais que tu allais t'en sortir, après, tu n'as plus peur de rien, tu dis, s'ils veulent me tuer, ils viendront me tuer, mais moi, je n'aurai pas de garde puis je n'aurai pas de maison, puis j'aurai pas, tu sais, on dirait que ça fait comme un filtre, un bon ménage pour dire, on vient-tu aux vraies choses importantes, puis on le fait pour les bonnes raisons, puis dans l'espoir de donner un peu de dignité, puis de vraiment, là aussi, il y a un courant qui appelle la contre-pédagogie de la cruauté, c'est-à-dire comment on va lutter contre la cruauté. C'est vraiment, je pense qu'il faut voir la cruauté comme un ennemi. Tu sais, comment on peut réussir moralement à dépasser la cruauté pour retrouver une forme de, je dirais, de dignité, puis s'amener la vie, puis ouvrir le chemin pour les nouvelles générations, puis de dire aussi ce qui se passe. Puis je pense aussi le Canada a des responsabilités avec les mines, avec les dictateurs, l'immigration économique, où on accueille à bras ouverts l'argent des pays qui ont été vidés par des gens corrompus qui ont exploité des dictateurs qui sauvent des familles d'enfants, des dictateurs qui viennent étudier ailleurs. Puis je pense qu'on a comme une responsabilité collective aussi pour se mettre d'accord pour éviter la torture, l'exploitation. Puis je pense mais sans vous couper dans votre élan, là, vous parlez du Canada. Je pense que vous avez lu certainement Monsieur Alain Deneau aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Noir Canada, où il pointe évidemment du doigt les entreprises canadiennes aussi qui s'investissent en Afrique à exploiter les mines et qui, avec les enfants qui vont dans la mine, à qui on détruit carrément tout un avenir. Donc, et puis, il n'y a pas que le Canada. L'Amérique latine aussi, les mines canadiennes sont reconnues comme étant, voilà. Et pourtant, quand même, le Canada passe pour être un pays vertueux, là, à cheval entre les valeurs démocratiques. Il n'y a pas mieux que le Canada pour les exprimer.
Et parfois, on est étonné de voir que dans les antichambres, c'est autre chose qui se passe, quoi, dans les rapports avec ces peuples-là. Hein? On se Ouais. demande, la démocratie aussi, en avant aussi aux pays africains, aux autres pays, la démocratie, il faut aller vers la démocratie. Et parfois, quand on essaie de jouer cette démocratie-là, on trouve suffisamment de raisons pour arrêter, n'est-ce pas, cet élan démocratique dans ces pays-là. Vous voyez? Donc, ben voilà, mais ça, c'est vraiment la pédagogie des opprimés. C'est vraiment un concept très important dans le cadre de l'Afrique aujourd'hui, qui est un continent parmi les plus riches au monde. On le sait très bien, potentiellement, il faut peut-être ajouter potentiellement, et qu'en même temps, l'Afrique est un continent très, très, très pauvre. C'est quand même un paradoxe qui est insoutenable, alors que les choses peuvent être complètement différentes, c'est-à-dire que certains pays développés qui ont acquis l'expertise, n'est-ce pas, de l'exploitation des ressources du sous-sol, et les pays dans lesquels se trouvent ces matières premières, il peut y avoir quand même un terrain d'entente, de sorte que les fruits du progrès soient partagés. Ça c'est clair et net. Mais comment arriver un peu à ce dialogue quand même, parce que vous avez parlé des systèmes en Amérique latine qui sont des dictatures féroces et qui gouvernent, qui n'arrêtent pas de gouverner, et à côté, il y a ces populations qui veulent se lever également. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité vraiment de trouver un espace d'échange, de sorte que des systèmes établis puissent comprendre qu'ils n'ont rien à gagner à continuer à opprimer les autres? C'est parce que le système, c'est qui? Et à qui profite le système? Ouais. Mais moi, je reviendrai quand même à la base de l'éducation, c'est quand même un outil, un levier très fort. Puis, je pense aussi la, la dignité de se nourrir soi-même puis d'être maître chez soi. De dire, OK, on a besoin d'eau potable. On a besoin de cultiver ce qu'on va manger. On a besoin d'indépendance, quitte à vivre la pauvreté, mais un devoir d'organisation des populations pour assurer un meilleur avenir. Puis un peu, je dirais, les apatistes, ils disent, attendez rien de vos gouvernements, attendez rien de l'extérieur, organisez-vous. C'est un peu ça. Puis, dans vos organisations, soyez très vigilants aux formes d'exploitation, aux rapports de pouvoir. Euh, euh, que, que le pouvoir serve juste, appartienne vraiment au peuple et pour répondre à des besoins concrets et des besoins collectifs. Mais Madame Hartog, comment dépasser la peur? Comment se guérir des traumatismes? Parce que les traumatismes sont infligés. Les traumatismes sont infligés intentionnellement par des gens au pouvoir. Et la peur est insufflée aussi. C'est mathématique, ça. Hein? Et c'est insufflé. Et puis aussi, comment faire pour que les peuples opprimés dépassent la ligne de la peur, là? Hein? Ouais. Oui. Je pense d'abord quelque chose d'important. Qu'est-ce qui est la peur, la honte, la souffrance? Puis, je pense qu'à quelque part, je dirais, il faut lutter contre la masculinité toxique par rapport à ça. Faut être capable de parler de ses vulnérabilités. Parce qu'on est comme dans un système où on fait, où ce que ça n'existait pas, la peur, où c'est, comme d'attaquer ensemble, on dit, ben, ensemble, on a peur de se faire assassiner, ensemble, on a peur de retourner chez nous, on a peur des armes, on a peur de telles choses. J'ai vu ma femme se faire violer, je suis l'enfant d'une agression sexuelle, je perds ma dignité parce que je ne peux pas nourrir ma famille. Puis arrêter de faire comme si tout allait bien, puis que on allait sauver le monde, puis qu'en super-héros, on allait être des justiciers. C'est pas vrai. C'est-à-dire, en quelque part, je pense qu'il faut vraiment retourner à la base.
puis essayer de protéger la vie ensemble dans un climat d'humilité, puis de voir de vraiment faire face à la cruauté en sachant que la violence fait mal, que la violence détruit, que la violence déshumanise, puis repartir sur un projet vraiment plus humaniste, plus de base, parce que sinon on va reproduire, on s'en sortira pas. Absolument, absolument. Puis c'est pas non plus juste à dire par l'amour, puis ça va sauver. C'est quand même une forme d'organisation collective, puis de travail fort, puis de sacrifice. Mais je pense que une des parties, je pense, c'est d'attaquer la masculinité toxique qui fait que la violence se reproduit ou le sentiment d'honneur de faire comme si rien n'était. Mais c'est notre problème collectif, c'est la peur. Bon, on peut tout le monde en parler de la peur puis se mettre d'accord qu'on veut vivre dans une société où plus personne n'a peur. Je dirais, comment on va s'enlever la peur? Mais c'est peut-être en parlant à tout le monde. Là, puis, Mais là, vous vous dites s'attaquer à la masculinité toxique dans le cadre bien précis, n'est-ce pas, de l'oppression des femmes dans des notre femmes, puis dans les pays, puis dans le monde. Et donc, voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'évidemment, s'attaquer au pouvoir, aux oppressions, est-ce que je peux dire aux oppressions toxique, l'oppression par essence toxique, est-ce qu'au pouvoir toxique, parce qu'il y a certains pouvoirs quand même qui peuvent, ce n'est pas que j'excuse à ce moment-là les dictatures, mais certains, on en a entendu parler souvent des dictatures éclairées. Des dictatures éclairées, c'est-à-dire que autant un groupe de personnes a une grippe sur le pouvoir, autant ce groupe de personnes au pouvoir dictatorial s'efforce quand même à travailler sur le bien-être des populations. Et nous, en Afrique, souvent, quand on voit la Libye de Kadhafi, pas celle d'aujourd'hui, puisque celle d'aujourd'hui est désorganisée depuis l'attaque de la coalition internationale contre la Libye, mais la Libye de Kadhafi était une dictature. Elle était peut-être féroce aussi, mais les Libyens, dans leur grande majorité, avaient atteint le bien-être parce que la dictature avait su utiliser l'argent du pétrole pour le bien-être des Libyens. Ça, à la limite, les Libyens étaient instruits, tous les domaines pratiquement de la vie en Libye avaient, je sais pas moi, un budget conséquent. Et puis voilà, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que j'ai tendance à dire aussi, lutter contre la masculinité toxique, d'accord, il faut peut-être aussi lutter contre les dictatures toxiques. Est-ce que je peux dire comme ça? Oui, oui. Puis c'est ça, ça prend de la volonté politique, puis il y a ça prend une force, puis un courage, puis une capacité de répartir de la richesse, de prendre la richesse où ce qu'elle est, une volonté. Mais en même temps, si les gens n'ont pas de liberté, si les gens ne respirent pas, puis si les choses se règlent à travers les assassinats, je veux dire, faut voir aussi combien de gens ont été assassinés. C'est pas mieux non plus, là, des fois. Mais c'est sûr qu'il faut répondre au minimum de la dignité humaine, puis il y a des systèmes qui peuvent, que si tout le monde a mangé, tout le monde a accès à l'éducation, puis c'est déjà une base. Mais si on est dans un système violent et d'oppression, ben c'est pas mieux. Puis souvent, les femmes payent beaucoup pour ça aussi. OK. Ben, madame, après, on va vers la fin de notre entretien. Je voudrais quand même, vous êtes enseignante à l'université, on l'a dit très bien, vous êtes très, très, très engagée. Ça fait longtemps que vous enseignez à l'université, vous avez des publications et tout cela. Et quand on voit la marche des choses en ce moment-là, j'ai comme l'impression que les intellectuels sont atones. On ne les voit pas trop. J'ai comme l'impression que les intellectuels, l'université, qui est pourtant à la racine du mot université, il y a l'universalisme quand même, qui sont des valeurs qui imprègnent, n'est-ce pas, les académiciens. Mais avec tout ce qui se passe, on ne les voit pas trop encouragés.
On ne les voit pas Ouais. trop, ils sont dans les laboratoires un peu, et il y en a qui Ouais. gagnent bien leur vie tranquillement. Est-ce que l'université aurait quand même quelque part laissé tomber une partie de son Ben, sacerdoce? ouais, je voulais quand même rajouter que les révolutions féministes ont fait changer beaucoup de choses sans tuer personne. Je pense que Sans tuer personne, ça c'est intéressant. je pense qu'il faut quand même, réfléchir à ça, qu'il existe d'autres façons. Je pense que de voir aussi la violence comme un ennemi commun, là, Mhm. peu importe Puis aussi, par rapport aux universités, moi, j'ai souvent l'impression d'une déconnexion. C'est souvent, l'université, c'est vu, surtout les postes de professeurs, que ça va avec un certain prestige, ça va avec une certaine pression aussi capitaliste pour avoir des fonds, pour Voilà. montrer, d'avoir raison, de s'élever au-dessus, de devenir des fois même démagogue ou un embourgeoisement de la connaissance aussi, alors que les universités devraient être un milieu de production de connaissances avec et pour les peuples, avec et pour les étudiants. Et les étudiants devraient faire partie de la société. Et, de, et je pense aussi, tu sais, comme par exemple en Amérique latine, aussitôt que tu reçois un diplôme, quand on donne ton diplôme, tu dois jurer allégeance à la société et dire que ton diplôme va servir, que tu vas utiliser tes connaissances pour être utile à la société et sinon que la société te le réclame. Il y a une espèce d'engagement de réciprocité. Si toi, tu as eu la chance d'apprendre, si toi, tu as eu la chance de développer des outils, tu dois t'engager envers la société, Engagé, envers le bien. absolument. Ouais, puis être au service des besoins de ta Les communauté. besoins des plus pauvres aussi. Ouais, fait que je pense aussi les études, ça ne doit pas servir à te rendre confortable et indifférent aux réalités qui te portent. À la souffrance de certains dans la société. Et là, vous avez parlé, là je rebondis, là on était vers la fin, mais vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé, cette révolution féministe qui s'est passée sans verser du sang, mais j'ai tendance à vous dire aussi à l'observation, parce que certains n'en sont peut-être pas conscients, mais depuis 30 ans, on vit quand même une période de transformation lente en Afrique depuis la chute du mur de Berlin. J'ai souvent tendance à parler de la transition démocratique, c'est-à-dire des va-et-vient, comme en accordéon en tant que tel. C'est pas terminé. Et là, en Afrique, se passe un phénomène assez curieux. On sait les coups d'État sont généralement sanglants, jusque là. Mais il y a quelque chose qui se passe que dans 4 pays à peu près, 4 pays, je pense, ou peut-être 5 pays, il y a eu des coups d'État militaires. Mais ces coups d'État militaires-là, en particulier, que c'est des coups d'État qui ne sont pas sanglants. C'est quand même assez étonnant pour ne pas le souligner. Et ce sont ces coups d'État militaires aussi qui sont critiqués par l'establishment. C'est-à-dire que les pouvoirs au centre, par exemple, en Afrique, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, et 105, aujourd'hui le Gabon aussi en Afrique centrale, ce sont des coups d'État qui se sont réalisés sans effusion de sang. Et puis, on trouve quand même des occasions pour critiquer, n'est-ce pas, ces pouvoirs-là. Je ne sais pas, c'est une observation, c'est pas une question, mais c'est une observation comme Ouais, ça. non, je n'ai pas l'information pour. Ah oui, vous n'avez pas cette information. Mais non, en tant qu'Africains, nous l'observons. Et puis, là, cette Afrique, quand même, qui est engagée dans un processus, quand même, de changement. Et le fait que ce soit les militaires qui le font, c'est parce qu'ils ont un espace de pouvoir. Ils sont dans le pouvoir, ces militaires qui ont fait des coups d'État. C'est des militaires qui étaient dans le pouvoir, autour du pouvoir, qui gardaient ces pouvoirs-là, qui à un certain moment se disent que non, mais si on continue avec la façon dont on fait, c'est-à-dire que les dictatures, on organise des élections, Madame Hartog. On organise des élections, mais ces élections sont gagnées d'office par ceux qui les organisent. C'est-à-dire qu'ils se disent, on n'organise pas les élections pour les perdre. Et quand ils ont les vrais résultats, eh bien,
Et il suffit de changer. Hein. Si le président sortant est sorti 4e et qu'il y a un autre qui est sorti premier, ah ben, on change tout simplement de place. Le 4e devient le premier et le premier devient le 4e. C'est le jeu de qui perd gagne, qui perd gagne. Et puis, les militaires qui sont dans ces pouvoirs-là ont pris l'habitude, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir puisqu'ils sont dans le cercle tranquillement, sans plus nombreux et puissants. Ouais. Voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on observe qu'il faudra, n'est-ce pas, faire un petit effort de théorisation là-dessus, hein, de théorisation là-dessus. Et je vais terminer par dire que ce nouveau paradigme qui semble s'étendre et qui est aussi qui reçoit une résistance très 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 forte, c'est peut-être aussi un début pour changer la nature des rapports entre l'Afrique et l'Occident. Ces rapports dont j'ai dit au départ qu'ils étaient léonins, c'est-à-dire beaucoup plus à l'avantage de l'Occident que des pays africains. Vous voyez? Peut-être qu'il faudra pousser quand même ces pays occidentaux à comprendre une fois pour toutes qu'il est temps de changer. On ne peut pas continuer à danser avec un disque qui est rayé depuis très longtemps et d'un logiciel qui est obsolète. Il faut peut-être chercher un autre logiciel et aller vers ce que vous avez dit, c'est-à-dire créer des rapports finalement gagnant-gagnant et ça va, n'est-ce pas, bénéficier à tout le monde. Et quand des pays africains font ça, ce n'est pas qu'ils rejettent l'Occident, ils ont été, n'est-ce pas, quand même sur un long moment de l'histoire, ont été formés par l'Occident. Et on ne peut pas rejeter l'Occident comme ça, mais les pays africains demandent tout simplement qu'on aille avec l'air du temps, c'est-à-dire avec les changements qui s'imposent et que les rapports avec l'Afrique soient à peu près des rapports assez partenariaux plutôt que d'être des rapports, comment on appelle d'oppression, d'exploitation. Dominant-dominé et le paternalisme. Paternaliste. Ouais, voilà, paternaliste, c'est ça que je cherchais. Partenariat, d'accord, mais pas paternalisme. Voilà. Voilà. Ben alors, je vous laisse le dernier mot, Madame Hartog, le tout dernier mot, et puis on va clôturer notre émission. On vous remercie. Merci. Ben, je pense que toute la pédagogie des opprimés, dans le fond, c'est valoriser des rapports d'égalité, de justice, de dignité, de liberté, puis aussi valoriser l'organisation collective. Que ce soit dans un groupe, les gens soient capables de parler, de discuter, d'identifier leurs besoins, d'avoir une compréhension collective. Je pense que pour bouger socialement ensemble, ça prend une vision collective. Puis c'est un peu, je pense à ça que ça sert ces émissions-là, où ce qu'on essaie de faire, de réfléchir ensemble, puis d'essayer de développer ensemble une vision collective où ce qu'on peut partager un peu les mêmes connaissances ou les mêmes préoccupations pour essayer de trouver ensemble des réponses, là, ou au moins essayer de faire un peu un laboratoire de changement social. Et très bien. Merci beaucoup. Merci, Madame Hartog Guité, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que on pourra encore faire appel à votre expertise, surtout dans l'engagement communautaire, et c'est ça de ce dont nous avons besoin en ce moment en Afrique pour encourager la société civile africaine. La société civile africaine qui fait un travail extraordinaire dans ce que vous venez de dire. Ce n'est pas contre qui que ce soit, mais pour conscientiser, évidemment, conscientiser ces personnes opprimées et lancer également un regard vers les gouvernants qui n'ont au fond rien à gagner à continuer à opprimer, n'est-ce pas, leur propre population, alors qu'ils étaient indiqués pour apporter du bien-être à cette population et ça ne demande pas grand-chose pour atteindre ce but-là. Merci à nos chers téléspectateurs, à nos chers internautes qui nous suivent depuis un certain temps.
Aimez nos émissions et donnez-nous du courage pour aller un peu plus en profondeur dans ce que nous essayons de mettre sur la table comme discussion. Et nous nous efforçons d'aller chercher des personnes expertes comme Madame Hartog aujourd'hui et avant elle aussi, Monsieur Alain Deneau et Monsieur Maboussou qui sont des experts chacun dans leur domaine et beaucoup d'autres que je saurais citer ici. Et nous serons au plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine émission. Merci beaucoup.